de la 35e réunion du Conseil des ministres. La 35e réunion du Conseil des ministres s'est tenue par télétravail ce vendredi 12 juin 2020 sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de 2 projets de texte. De la communication du Président de la République. Celle-ci comportait 5 points. 1. La conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Le président de la République a informé les membres du Conseil de l'organisation prochaine d'une réunion de haut niveau des chefs d'État africains sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo et sa connectivité. Cette conférence, qui se déroulera en 2 étapes au cours de ce mois de juin et en septembre-octobre 2020, aura entre autres objectif de présenter les opportunités actuelles et futures du Grand Inga et de promouvoir tous les potentiels hydroélectriques de la République démocratique du Congo de manière à encourager les appels à manifestation d'intérêt pour l'achat de l'énergie à produire. Le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a été chargé, en collaboration avec les cabinets du président de la République, la Société nationale d'électricité et divers autres acteurs concernés, de prendre toutes les dispositions pour préparer la tenue de ces assises. 2. La réunion du bureau de l'Union africaine élargie aux présidents des communautés régionales. Le 11 juin 2020, il s'est tenu par visioconférence la réunion du bureau de l'Union africaine élargie aux présidents des communautés régionales en vue de recevoir des envoyés spéciaux chargés d'interagir avec la communauté internationale en matière de mobilisation des fonds et de soutenir financièrement et économiquement pour faire face à la Covid-19 conformément à la décision de l'Union africaine d'avoir une politique commune en la matière. Ces envoyés spéciaux ont déclaré avoir reçu des promesses de soutien de plus de 53 milliards de dollars américains pour l'Afrique et avoir mobilisé une garantie importante de matériel et d'équipements sanitaires. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil qu'à l'issue de la réunion du bureau de l'Union africaine, il a été décidé de repousser à 2021 la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, prévue pour se tenir initialement à la mi-juillet 2020. 3. Le geste social à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance. Compte tenu des circonstances particulières liées à la crise socio-économique occasionnée par la Covid-19, la commémoration du 30 juin se fera dans la méditation. Au regard de cette situation particulière, le président de la République a engagé le gouvernement à réserver le budget qui avait été prévu pour la fête du 30 juin au personnel soignant au front dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 ainsi qu'aux forces armées en guise de prime pour leurs actes de bravoure et d'héroïsme. Les ministres sectoriels ont été chargés de prendre toutes les dispositions pour exécuter cette décision. 4. L'annonce culturelle, pourquoi pas un musée pour l'artiste Papa Wemba. Après avoir été informé de la mise en vente de la résidence de l'artiste musicien, le regretté Jules Chung Wemba du Papa Wemba, le chef de l'État, en considération de l'aura de cet artiste de renom qui a porté haut l'étendard de la musique congolaise, a engagé le gouvernement à travers le ministre en charge de la culture d'examiner dans le bref délai la possibilité de racheter pour le compte de l'État la résidence ainsi mise en vente et d'en faire, après les travaux d'aménagement appropriés, un musée où sera installé un studio d'enregistrement. 5. La situation en Ituri et au Nord Kivu. Le chef de l'État a eu des échanges avec son homologue ougandais, le président Yoweri Museveni,
à l'issue desquels il a été convenu de la nécessité pour les deux pays d'œuvrer activement pour l'éradication des groupes armés qui sèment la désolation à l'est du pays. À cet effet, ils ont convenu d'une stratégie commune basée non pas sur la mise en place d'un état-major intégré, mais plutôt sur le renforcement de la capacité d'intervention des forces armées de chaque pays, notamment à travers les échanges d'informations de manière à faire face aux groupes armés. En ce qui concerne la situation de Minembwe, le président de la République a réaffirmé l'urgence de rétablir sans délai l'autorité de l'État sur cette partie du territoire national et d'y faire respecter la loi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la décentralisation et le ministre de la Défense ont été chargés, sous l'impulsion du Premier ministre, d'appliquer cette décision. S'agissant de points d'information, 1. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a rendu compte au Conseil de l'état d'administration du territoire national. Du tableau dressé, il ressort qu'un calme relatif règne sur toute l'étendue du territoire national, nonobstant quelques faits marquants, dont le déroulement du procès de l'honorable Vital Kamerhe, les mécontentements face à la 4e prorogation de l'état d'urgence, le retour au pays des 38 compatriotes libérés de prison en Ouganda, la grogne parmi les membres de l'équipe de riposte contre la Covid-19 au sujet de leurs primes. Le vice-premier ministre a rassuré le Conseil que les forces loyalistes poursuivaient la traque des bandes armées sévissant surtout dans les provinces orientales du territoire national, autant que du banditisme urbain qui refait surface dans plusieurs villes du pays. S'agissant de l'activisme des bandes armées locales et des incursions des forces armées de certains pays voisins à nos frontières, le vice-premier ministre a rassuré le Conseil que les forces armées de la République démocratique du Congo étaient en alerte maximum à toutes fins utiles. 2. Le second point d'information a été développé par le ministre de la Défense nationale et des anciens combats. Sur 120 territoires nationaux, le ministre a attiré l'attention du Conseil sur 25 autres territoires constituant les 3 zones de défense préoccupantes où l'activisme des bandes armées et les groupes rebelles perturbent la paix et la sécurité des citoyens. Cette situation a conduit le ministre à faire un plaidoyer en plusieurs points en faveur du social des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Relativement à ce dernier point, le ministre a informé le Conseil que sur instruction du président de la République, 30 officiers généraux ont été dotés de véhicules tout-terrain et qu'ils étaient pour cela reconnaissants envers le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 3. Le ministre des Droits humains a présenté au Conseil le projet de note verbale à l'attention de M. le secrétaire général des Nations Unies. Inspirée par le Conseil national des droits de l'homme, cette note s'avère nécessaire chaque fois qu'un pays membre des Nations Unies se voit contraint de restreindre les libertés publiques, comme cela est le cas en République démocratique du Congo avec les états d'urgence successifs renouvelés dans le contexte de la pandémie mondiale. Des débats qui ont eu lieu, il est ressorti que le ministre des Droits humains devait, d'une part, verser cette note au débat au sein de la Commission politique, juridique et sécurité du gouvernement et d'autre part s'accorder sur la procédure à suivre avec le ministre des Affaires étrangères et celui de la coopération internationale qui ont dans leurs attributions la représentation du pays à l'étranger et aux instances internationales. Au sujet de l'approbation du relevé des décisions de la 34e réunion du Conseil des ministres du vendredi 5 juin, celui-ci a été approuvé. Le 4e point de l'ordre du jour du Conseil des ministres a consisté en l'examen et adoption de 5 dossiers lui soumis. 1. Le ministre de la Santé a développé 2 points. Le premier sur l'évolution de la situation de la pandémie de Covid-19, le deuxième sur la situation de l'épidémie d'Ebola. Le tableau épidémiologique cumulé renseigne à ce jour 4 389 cas de maladies confirmées, parmi lesquels 131 nouveaux cas, 580 cas de guérison, 6 nouveaux cas de décès, l'ensemble de décès se chiffrant à 101 depuis le début de la maladie à ce jour. 1378 alertes reçues, 1289 alertes
investigués, 2781 patients en bonne évolution. Le ministre s'est félicité du nombre croissant de malades guéris et du taux de létalité régressif qui est passé de 11% au début de la maladie pour se fixer à 2,17% à ce jour. 11 sur 26 provinces sont touchées. Il s'agit de Kinshasa qui cumule environ 3/4 de cas, mais aussi le Congo central, le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Haut-Katanga, l'Ituri, le Kwilu, le Kwango, le Haut-Lomami, la Chopo et l'Équateur. Le ministre de la Santé a en outre informé le conseil de la visite à Kinshasa le lundi 8 juin 2020 d'une délégation de l'Union européenne venue soutenir le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Revenant sur la stratégie de la communication de masse qu'il avait déjà annoncée dans le conseil des ministres précédents, le ministre a annoncé que le processus d'achat de mégaphones, de masques et de moyens de locomotion était en cours. C'est là dans le but de sensibiliser le plus grand nombre possible de compatriotes. S'agissant de l'épidémie à Ebola, le ministre a brossé la situation globale de cette épidémie qui continue de sévir en Mbandaka singulièrement, tandis qu'elle peut être considérée comme terminée à l'Est en général et au Nord Kivu en particulier, étant donné que 44 jours se sont écoulés sans qu'aucune nouvelle contamination n'ait été enregistrée. Pour finir, le ministre de la Santé a porté à la connaissance du Conseil le décès inopiné des 2 membres du secrétariat technique de l'équipe de riposte à la Covid-19. Un complément de formation du coordonnateur du secrétariat technique a relayé la communication du ministre de la Santé. Il a annoncé l'essaimage en cours dans plusieurs provinces de laboratoires spécialisés pour le dépistage de la Covid-19. Il a également annoncé l'existence actuellement de 8 candidats vaccins dans 8 pays différents et dont la République démocratique du Congo pourrait bénéficier par le biais de la solidarité internationale. Un débat riche est intervenu au terme de ces communications. Il a concerné la démission du coordonnateur adjoint de l'équipe de riposte au Sud Kivu, l'urgence d'une communication efficace et ordonnée sur la pandémie, y compris dans les langues nationales, la nécessité pour cela d'y associer les mamans et les églises à cause de leur pondération sociale, la célérité dans la délivrance des résultats des tests pour les laboratoires. En outre, il a fait état de la redéfinition des raisons d'être du confinement, les perspectives d'un déconfinement progressif, l'obligation de l'évaluation des mesures de la riposte, la transparence dans la gestion financière de la pandémie, la mise en place des mesures contre l'importation et l'implémentation de la couverture sanitaire universelle, telle que déjà souhaitée par le chef de l'État. Le ministre de la Santé a apporté de la lumière sur certaines préoccupations et promis de lever les zones d'ombre qui pèseraient sur d'autres cas dans un bref délai. 2. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil un dossier relatif au recrutement et à la formation de 6000 élèves policiers pour l'année 2020. La nécessité de former de nouvelles unités de la police ressort du constat que les effectifs actuels sont en deçà du minimum nécessaire pour la couverture du territoire national d'une part. Ce renouvellement s'impose également d'autre part au regard du vieillissement du personnel policier dont un bon nombre est déjà éligible à la retraite. Après débat et délibération, la proposition de recrutement et formation de 6000 élèves policiers pour l'année 2020 a été adoptée. 3. Le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, Intégration régionale et Francophonie, a présenté au Conseil 2 notes, respectivement sur la politique nationale de bourse d'études dans la mise en œuvre du plan national stratégique de développement PNSD et la redynamisation de la section de coopération dans les missions diplomatiques. S'agissant de bourses d'études et de recherche, le ministre d'État, fort de la déclaration de Paris relative à l'approbation de l'aide au développement par le pays bénéficiaire et du plan d'action d'Accra, a déploré la manière désordonnée dont les bourses de recherche sont affectées au plan national, alors que seul le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale devrait constituer les interfaces exclusives pour la coopération au développement. C'est dans ce sens que, conformément au plan national stratégique de développement,
le ministre d'État a plaidé pour la mise en place d'un comité national de parties prenantes pour canaliser les dites bourses en collaboration avec les ministères concernés pour booster une recherche nationale efficiente. L'idée de la mobilisation et de la réorganisation du système boursier national a été fortement encouragée par le Conseil, qui a souhaité voir davantage de transparence dans la traçabilité boursière ainsi que l'élaboration d'une stratégie nationale ambitieuse et appropriée en vue d'une recherche nationale d'excellence et de qualité. Après débat et délibération, la politique nationale de bourse d'études a été adoptée. Au sujet de la redynamisation des sections de coopération, le ministre d'État a déploré la déstructuration des sections de coopération qui existaient pourtant depuis longtemps au sein de nos ambassades. Dans le contexte du plan indicatif de coopération 2010-2013, en partenariat avec la Belgique, un financement avait été consenti pour redynamiser ces structures, mais le plan n'avait pas abouti faute pour la République de rapatrier les diplomates en fin de carrière comme convenu. Aujourd'hui, plus que jamais, ces sections doivent reprendre du service pour redynamiser notre diplomatie au développement. En marge de ce développement, le Conseil a reconnu la nécessité de restructurer nos ambassades par le ministère des Affaires étrangères. Il a été aussi recommandé au ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, dans le cadre de la redynamisation des sections de coopération, de travailler en étroite collaboration avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Après débat et délibération, la proposition de la redynamisation proposée par le ministre d'État a été adoptée. 4. Le point en rapport avec le dossier interministériel de pilotage de mise en œuvre et du suivi des réformes institutionnelles a été reporté. 5. Le ministre des Finances a présenté le point concernant l'exécution du programme de référence né de la volonté du chef de l'État de renouer la coopération entre la République démocratique du Congo et les institutions de Bretton Woods. En concluant ce programme de référence avec le Fonds monétaire international, la visée était d'aboutir à un programme triennal formel plus ambitieux. Le programme de référence en cours comporte deux grands piliers. Le critère quantitatif dont l'objet est d'assurer la stabilité du cadre macroéconomique et les repères structurels qui visent à opérer des réformes structurelles pour une meilleure mobilisation de recettes. L'exposé du ministre des Finances a été étayé par la suite, chiffre à l'appui, par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il en est ressorti l'urgence de prendre des mesures courageuses pour accroître les recettes, condition sine qua non de l'éligibilité de la République démocratique du Congo au programme formel. Le programme de référence a suscité un débat nourri qui a laissé apparaître la difficulté d'accroître les recettes dans le contexte d'une récession économique nationale et mondiale due à la Covid-19. Pour ne pas désarticuler le cadre macroéconomique national, dont les conséquences seraient tragiques, une batterie de mesures a été proposée au cours du débat, dont la réduction du train de vie de l'État, la poursuite de la mise en place à tous les niveaux dans les régies financières réformées, l'investissement par l'État dans les secteurs productifs, l'audit des effectifs du personnel de l'État et leur réduction par les mises à la retraite, une lutte effective contre la corruption à tous les niveaux, la sensibilisation aux valeurs éthiques, l'incitation aux provinces à produire le moyen de leurs propres dépenses par la mise en œuvre concrète des impôts qui leur reviennent. Après débat et délibération, le Conseil a adopté la stratégie du ministère des Finances axée sur une plus grande mobilisation de recettes. Les objectifs de cette stratégie seront précisés d'ici décembre 2020 ainsi que des modalités de leur mise en œuvre. 6. Le ministre du portefeuille a exposé à l'attention du Conseil des ministres le péripéties relative à la cession d'un actif de la Société des grands hôtels du Congo. Du rapport présenté par le ministre, il ressort que la Société des grands hôtels du Congo est une société à capitaux mixtes au sein de laquelle la République démocratique du Congo détient globalement 50% de parts et 50% autres pour la société African Equities SA. La cession de l'actif de cette société a été dictée par deux impératifs, dont l'exigence d'honorer les engagements avec ses créanciers et celle de la société Accor
de réhabiliter l'ancienne tour. Cette session aura été donc justifiée. Elle s'est passée par conséquent en toute légalité, étant donné que ceux qui y ont procédé sont les instances revêtues de cette compétence, à savoir le conseil d'administration et l'assemblée générale. Après débat et délibération, le rapport du ministre du portefeuille a été adopté avec recommandation de la prise en compte des observations formulées par les membres du conseil. Examen et adoption des deux projets de texte. 1. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté au Conseil le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance du 24 mars 2020. Pour le vice-premier ministre, maintenir le cadre juridique actuel s'impose, nonobstant les résultats encourageants de la riposte nationale contre la Covid-19. En effet, la prudence devrait rester de rigueur dans le contexte d'une éradication virale que nul ne peut croire irréversible. L'urgence de cette prorogation s'impose. En marge de ce plaidoyer, le vice-premier ministre a rendu compte au Conseil des préoccupations du Parlement qui va dans le sens du déconfinement et de l'encouragement de mesures barrières pour diverses raisons socio-économiques. Après débat et délibération, le projet de loi a été adopté. 2. La ministre de l'économie nationale a présenté au Conseil le projet d'arrêté ministériel portant mécanisme de rémunération des charges d'exploitation ainsi que de frais et services des zones pétrolières reprises dans la structure de prix de produits pétroliers de la zone ouest. La ministre de l'économie nationale a expliqué au Conseil que le projet d'arrêté s'inscrivait dans la suite logique des 4 autres arrêtés déjà signés par elle dans le contexte de la régularisation des activités du secteur pétrolier. L'arrêté propose des mesures de mutualisation des charges liées à la logistique pétrolière et régule de marges bénéficiaires souvent exorbitants qui incombent aux opérateurs au détriment de l'État. Après débat et délibération, le projet d'arrêté a été adopté. Commencé à 12h25, la réunion s'est terminée à 0h25. Je vous remercie.